Salut à tous, très heureux de vous retrouver en ces temps de play-off pour l'épisode numéro 220 du podcast Dunk Hebdo, le premier épisode depuis le début de la post-season. Avec moi, un duo. Alors si vous avez le malheur de les laisser ensemble pendant 10 minutes dans une pièce, ça va finir en listing de joueurs de Ligue 1 sombre des années 2000. C'est Alan et Ilias. Comment ça va les gars ? Très bien. Bah écoute, plutôt pas mal Ben, merci. Alors on va être honnête, on enregistre et vous allez le comprendre dans notre épisode dimanche, avant la finale de la Ligue des Champions. On va être honnête aussi, Ilias est supporter du PSG. Comment ça va Ilias ? À quoi ? On est à 5-6 heures du match là ? Écoute, je préfère ne pas y penser. D'accord. Et ben on va parler NBA pour te faire penser un petit peu à autre chose. Aujourd'hui, 3 sujets dans cet épisode. On a décidé, vu que c'est le début des playoffs, qu'il y a beaucoup de choses à dire, d'un peu mixer les sujets. Un premier, une présentation croisée des Nuggets et des Sixers, 2 équipes en play-off, 2 équipes pour lesquelles beaucoup d'espoirs sont nourris, 2 équipes qui déçoivent. Alors Denver et Philly, stop ou encore, on en discute juste après la pause. Philly d'ailleurs, où les lieutenants ont peu d'impact, comme Paul George ou encore Chris Middleton. Alors qu'est-ce qui arrive aux secondes options des grosses équipes dans ces playoffs ? On y répondra en seconde partie d'émission. Et enfin, Alan sera content, on va parler draft. C'était la loterie cette semaine, les Wolves ont obtenu le premier choix de la draft aux grandes dames d'Ilias, parce que ces Pistons ne sont pas entrés dans le top 3. Alors, c'est une victoire pour Mini, mais est-ce que ça change réellement quelque chose pour la franchise ? Petite question provocatrice, on y répondra en fin d'émission. Avant ça, on vous rappelle comme d'habitude de nous suivre sur Twitter et sur les plateformes de podcast où vous écoutez notre émission. Et puis nous, on se retrouve juste après la pause pour parler de 2 équipes qui déçoivent, donc dans ces playoffs, les Nuggets et Sixers, sans doute les 2 plus grandes déceptions de ce premier tour des playoffs, plus que les défaites, parce qu'on est d'accord les gars, ça arrive de se faire dominer en playoff. On peut par exemple parler des Nets à l'heure actuelle qui sont en difficulté contre les Raptors. C'est plus par l'attitude que ces 2 équipes se sont distinguées. Des 2 côtés, il y a des absents, Ben Simmons pour Philly, Gary Harris et Will Barton pour Denver, mais ça excuse pas vraiment l'attitude. On est face à 2 équipes qui ont littéralement abandonné au cours des derniers matchs. Totalement, et moi j'ai envie de faire une petite fixation quand même sur les Nuggets qui je pense sont quand même moins pénalisés que le Jazz en matière d'absence, donc l'un dans l'autre on va dire que ça s'équilibre. Quand tu vois que quand tu regardes un petit peu de plus près la saison que faisait Bogdanovic jusqu'au confinement et le fait que ce soit un de leurs rares shooters, c'est quand même assez incroyable que Denver n'en tire pas encore profit. Et j'ai l'impression que malgré tout ce qu'on peut dire et un peu tresser comme guirlande autour de Jokic, j'ai l'impression que c'est pas encore véritablement le genre de joueur sur lequel tu peux construire ton effectif en te disant ça va être lui mon go-to guy et je vais pouvoir m'appuyer sur lui pendant les années à venir pour pouvoir aller chercher un titre. Je pense que ça peut être, on va dire, le lieutenant parfait d'un joueur majeur, mais disons que j'ai pas l'impression qu'avec la formule actuelle, Denver pourra s'en sortir au point de prétendre sérieusement à quelque chose. Il leur manque ce James Harden, quand bien même celui-ci n'aurait pas encore été champion. Il leur manque le Giannis, le LeBron. Enfin, il leur manque ce petit surplus de talent et de domination pour voir les Nuggets passer au step supérieur. Et ben on va continuer sur Denver. Ilias en parlait, Jokic qui est, on va être honnête, sur les matchs 2 et 3 dominé par Rudy Gobert. Alan, qu'est-ce que t'en penses aussi ? Est-ce que ça sonne un peu peut-être le glas, alors c'est beaucoup dire, de la construction actuelle de ces Nuggets ? Ouais, franchement, on se l'est dit, mais sans un Jamal Murray qui se transforme en Steph Curry dans la fin du match 1, il y a 3-0. Hein. C'est ça. Il y a 3-0. Hein. Et avec un Mitchell énorme sur le premier et plus gestionnaire, même s'il est très très fort dans les autres matchs. Ouais, je suis assez d'accord, mais on l'avait en même temps toujours dit sur les Nuggets qu'il manquait un fort joueur, que Jokic était sûrement une parfaite deuxième option d'une équipe championne et peut-être Murray la troisième. Il manquait le meilleur joueur. Sauf que vu il y a eu une petite hype Michael Porter à un moment qui fait que ça a rehaussé le potentiel plafond des Nuggets et qu'en même temps du côté du Jazz on avait vraiment une bulle qui avait été assez mauvaise et l'absence de Bogdanovic, on s'est dit voilà, 2 trajectoires opposées, Denver va s'imposer. Sauf qu'en fait quand tu te rends compte que Denver déjà a jamais quasiment dans une série à l'ouest le meilleur joueur sur le terrain,
on peut discuter de Jokic, hein, mais le meilleur joueur sur le terrain, et que ils ont des blessés importants, donc des problèmes de rotation, ce qui fait que les problèmes de rotation d'Utah sont un peu annihilés par le fait que Denver a aussi des problèmes de rotation, parce ils ont pas Harris, il y a Barton non plus, ils sont pas au complet, et tu te rends compte que voilà, ils ont pas de marge supérieure, et que voilà, ouais, il manque ce joueur numéro 1, je pense, tout simplement. C'est vrai que je pense pas, avant la série, on a fait les previews, je pense pas, on pouvait anticiper que Donovan Mitchell pouvait hypothétiquement être le meilleur joueur de la série, mais il y a un océan entre Donovan Mitchell et le meilleur joueur des Nuggets sur cette série. Enfin, ça, je pense pas que ça avait été anticipé, et je suis globalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Enfin, les Nuggets, j'ai fait partie, parce que j'ai fait toutes les previews, donc mon potentiel erreur est très fort dans ces playoffs. J'avais anticipé les Nuggets dominants, et je pense que je me suis fait avoir par ce qu'ils ont pu faire dans la bulle, où ils ont pas défendu, parce que ça reste quand même la pire défense dans la bulle, la pire défense contre le 3 points dans la bulle, et je trouve ce qu'on voit actuellement, les limites de Jokic, oui, l'inconstance d'un Jamal Murray aussi, mais je trouve qu'on voit une équipe qui manque de liant. Il n'y a pas dans les meilleurs joueurs de cette équipe des guerriers. Alors c'est peut-être caricatural, hein, mais il n'y a pas de, j'en parlais avec Alan en off, il n'y a pas de Marcus Smart, il n'y a pas de Draymond Green, il n'y a pas des mecs qui vont au mastic. C'est un peu des esthètes, et on n'a pas actuellement un joueur, quand ils mettent rien, qui est capable pour eux de faire les petites actions qui comptent énormément en playoff. Ils ont pas ce joueur-là dans leur effectif. Il y avait un joueur quand même côté Nuggets qui devait incarner Millsap. Voilà, tout à fait. C'est Paul Millsap, et on s'aperçoit qu'il apporte plus grand chose, quoi. Ça commence presque à devenir un facteur handicapant. Il a pas sorti de match ou de performance qui pourrait sortir un peu Denver de la tête de l'eau lors de ses 3 premiers matchs, et finalement c'est un jeune joueur comme Michael Porter Jr. qui prend sa place en termes de leadership en tant que troisième option, et qui apporte les points et les petites choses en attaque, en tout cas que Paul Millsap devrait apporter. Il tourne à 7 points de moyenne sur les 3 premiers matchs. C'est une catastrophe pour un joueur qui, quand même, il y a quelques années encore, était All-Star. On connaît quand même sa capacité à défendre, à pouvoir switcher, à pouvoir au moins apporter des choses en matière de défense, et même jusque là. Enfin, tu parlais de ce liant qui manquait côté Denver. C'est quand même un joueur qui aurait pu incarner tout ça. Mais finalement, que ce soit en termes d'écran à poser en attaque, ou que ce soit en termes de défense, on sent un petit peu qu'il a mis un pied en arrière, quoi. Puis même, Alan, je te relance sur ça par rapport à Michael Porter. Là où je souscris complètement à ce qu'a dit Ilias, c'est que Paul Millsap a 35 ans, et je pense que là, on voit vraiment, faut être honnête, son passage à Denver, il y a eu un bon début, mais ça reste globalement une déception. Michael Porter, on peut voir qu'il y a des promesses en attaque, mais le Jazz se trompe pas. Défensivement, ils le ciblent constamment, et ils prennent des camions de points. Ouais, tu l'avais dit, je crois que c'est le match 2. T'avais mentionné ça entre nous. Et ouais, il est autant fort offensivement que un peu problématique défensivement, quoi. Donc puis en plus, il se fait cibler pas avec des ailiers dominants, hein. Il y a pas de gros poste 3 adverses, mais c'est les schémas de Snyder qui arrivent vraiment à le mettre dans les difficultés, et ouais, il est fortement ciblé. Et après, il fait un très très bon match 2, je crois, de mémoire, offensivement, où voilà, il met tout. Mais tu vois, sur la suite de la série, j'ai du mal à voir ce que peuvent faire Denver pour remporter la série, à part si on retrouve Murray à 30 points. Moi, j'ai envie de vous poser une question, c'est ce qu'on voit là actuellement de Denver. Est-ce que c'est vraiment surprenant quand on transpose un petit peu la série de cette année face au Jazz aux 2 séries de l'an dernier face aux Spurs et face aux Blazers? Pour moi, Denver, en tout cas sur le papier, présente des équipes largement supérieures à ces 3 équipes-là, en tout cas en l'état, que ce soit les Spurs de l'an dernier, les Blazers de l'an dernier, ou même le Jazz de cette année. Mais à chaque fois, soit ça passe pas, soit ça passe de façon totalement ric-rac. Enfin, je veux dire, jamais ils doivent mettre 7 matchs à sortir les Spurs l'année dernière. Tout comme j'estime qu'ils étaient pas censés sortir en 7 matchs face aux Blazers. Enfin, il y a quand même quelque chose d'assez incompréhensible, et si ces 2 années ne nous donnent pas d'éléments par rapport aux années à venir, moi personnellement, je comprends plus rien. Je pense qu'on est déjà à la limite de quelque chose, bien que ça fasse pas non plus des années que ce soit en construction. Ah, donc selon toi, Elias, c'est le moment de bouger. On sait, du côté des Nuggets, il y a la question du coach Mike Malone, qui, il faut l'avouer aussi,
complètement outcoaché, complètement dépassé sur le coaching par Snyder. C'est-à-dire que il y a quand même une obsession côté, enfin moi je le ressens comme ça en voyant les matchs, côté Nuggets. Vu qu'on a vu on a assisté aux 57 points de Mitchell, il y a eu cette obsession d'arrêter Mitchell, du coup, on suragit trop à Mitchell et Mitchell s'est transformé un peu en passeur et ça a arti du côté d'Utah. Mais je reviens peut-être au propos de base. Du coup, les Nuggets, en cas d'échec dans cette série, c'est la fin de la construction actuelle des Nuggets. Ça va bouger, selon vous? Ouais, mais comment tu pourrais bouger, en fait? C'est ça le problème, parce que on en a parlé entre nous, l'Ouest s'annonce terrible l'année prochaine. S'ils bougent sur un truc où c'est plutôt vers des jeunes joueurs, ils font pas les playoffs l'année prochaine, c'est une certitude. C'est clair, puis ils ont bloqué Jokic, Murray déjà, quoi. Après, c'est autour. Et autour, je pense qu'ils attendent plus une progression interne, peut-être de Porter, plutôt que... Alors après, progression interne de Porter, est-ce que la hype Porter énorme là, peut te permettre de l'échanger pour aller chercher d'autres? Mais je pense que les fans des Nuggets apprécieraient pas trop en même temps. Ce que les fans pensent, ça importe peu souvent les GM. Mais ouais, moi je pense qu'ils sont un peu bloqués. Ils ont besoin que ça progresse en interne et que ça soit plus fort dans les moments chauds, dans les moments qui comptent. C'est une très bonne équipe de saison régulière. Faut que voilà, ils progressent, ils restent et qu'ils en playoff. Parce que là, franchement, sur les deux premiers matchs, en plus, il n'y a pas Mike Conley. Mike Conley revient sur le 3, il est incandescent au tir. Mais il est en Van Vliet, ouais. Franchement, c'est décevant. C'est juste décevant. Et comme je l'ai dit au début en préambule, sans la fin de match de Murray, ils sont à 0-3. Contre une équipe, on revient peut-être à ça, mais contre une équipe d'Utah, enfin moi le premier qu'on annonçait sous assistance respiratoire pour commencer les playoffs. Utah était tout sauf une équipe qui rassurait pour débuter les playoffs. Elle arrivait avec une dynamique catastrophique, l'équipe d'Utah. C'est pour ça que c'est très très surprenant, mais t'as l'impression quand même que eux se sont plutôt inspirés de leurs expériences passées. Ils ont quand même su présenter des copies assez correctes les années passées en playoff. Ce qui voilà, maintenant là les Nuggets ils sont dans une phase totalement inverse qui nous fait dire les choses qu'on dit depuis quelques minutes. Totalement. Donc à voir, ce sera peut-être un de nos bilans de l'intersaison, mais est-ce que je pense que on parle surtout de la limite de cette formule Nuggets. Je pense que ça montre surtout la limite de la formule tout pour l'attaque. On avait eu ce débat plus d'une fois ici dans ce podcast ou ailleurs. Est-ce que Denver, même si ils sont excellentissimes en attaque et qui sont mauvais en défense, où doit se situer le niveau de la défense pour qu'ils réussissent? Là, ils défendent pas, et c'est bien la preuve que malgré toutes les critiques que peut recevoir la NBA, faut défendre un minimum, parce que ce que propose Denver, c'est pas suffisant pour passer en play-off. Contre une équipe d'Utah, on rappelle, qui est même pas c'est pas une attaque élite, Utah, et ils les font passer pour un rouleau compresseur. C'est ça qui est extrêmement inquiétant. Ouais. Imagine si jamais ils passent et qu'ils doivent jouer les Clippers. Ah, mais ils se font rouler dessus. On va peut-être finir là-dessus, les gars. Alors, on a dit encore une fois, vous allez écouter ce podcast, le match 4 sera joué. Est-ce qu'on croit encore à la qualification des Nuggets, ou alors ce qu'on a vu, ça enterre complètement les espoirs de la franchise? Moi, je pense qu'ils peuvent encore le faire, parce que enfin, en tout cas, s'ils ont pas de déclic maintenant, c'est que ils ont plus ou moins posé les armes et qui décident de passer à autre chose, et que les joueurs sont déjà en vacances. Mais enfin, il y a quand même largement de quoi inverser la tendance. Ce serait quand même dramatique pour les Nuggets, en tout cas, de sortir face à ce Jazz là, qui présente certes des belles choses, mais c'est aussi les Nuggets qui se mettent dans la position de les mettre en valeur, parce qu'ils défendent pas du tout. Enfin, il suffit de regarder le match 3, qui est plus ou moins plié au milieu du troisième quart-temps. Quand tu vois les positions ouvertes que le Jazz a avec des shooters qui sont pas censés être des joueurs élites en matière de shooting, c'est catastrophique. Enfin, c'était vraiment dramatique à voir ce match 3. C'est une performance cataclysmique, hein. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. On va du coup continuer avec les Sixers, et une petite déclaration. J'aime bien des fois insérer quelques petites déclarations. C'est Joel Embiid, après la défaite au match 3 102-94, qui déclarait: je ne veux pas être sweepé, je ne veux pas de ça sur mon CV. Alors moi, voilà, on voit le traumatisme de la première et de la terminale, du commentaire de texte. Moi, je trouve ça fascinant, qui dit:
jeu et jeu 2 fois. Sauf que le problème à l'heure actuelle, Alan, des Sixers, on connaît voilà ton envie de faire changer à Joel Embiid sa nutrition et ses habitudes alimentaires, mais le problème des Sixers, c'est pas Joel Embiid à l'heure actuelle, c'est le reste qui est indigeste. Non, même si voilà, Joel Embiid a des périodes où il est très très fort dans les débuts de match, il est peut-être un peu moins bon dans les deuxièmes mi-temps. Je peux vraiment pas, même si je peux pas lui imputer une moindre chose sur ce qui se passe dans la série, parce que sur ce qui se passe dans la série, c'est le seul joueur à son niveau du côté des Sixers, et franchement autour c'est cataclysmique, parce que franchement on en parlait entre nous, le match 1 et le match 3, Boston n'est même pas bon en fait, on n'est même pas bon. On peut contre une équipe normale, si on fait des copies comme ça et au second tour, les matchs seront perdus. Et là Boston arrive à les gagner parce que en face ça met pas un tir extérieur en fait, tout simplement. Tobias Harris a pas mis un panier à 3 points de la série, alors Ford tourne à 5 points par match en 30 minutes. Et puis derrière il y a besoin des exploits de Josh Richardson et Shake Milton au tir pour rester dans les matchs. Je pense qu'il n'y a pas plus de choses à dire que ça, malheureusement. Ilias, dans le match 3, c'était de la part de Philadelphie la pire performance au shoot depuis la création de la ligne à 3 points, donc 1980. 29,8% de réussite au tir. On assiste quand même, encore une fois, on peut imputer l'absence d'un Ben Simmons, etc., mais ça n'explique pas le naufrage des lieutenants du côté de Philly. Ça s'explique un peu quand même. Il suffit de se reporter à deux de nos épisodes, un peu plus vieux et un autre un peu plus récent, celui de nos previews où on disait que potentiellement, en tout cas sur le papier, en matière de talent, de dureté, de défense, Philadelphie proposait peut-être le 5 le plus fort de la ligue, partant aussi du principe que Horford soit inclus. On avait mis un petit peu le facteur fit de côté, et l'autre épisode, celui de la semaine dernière, où sans vouloir me jeter des tu as le droit. non, on insistait sur le fait que de toute façon cette équipe manque de shoot, et que si des joueurs qui sont censés quand même avoir un minimum de talent offensif et de capacité à shooter comme Tobias Harris ne mettent rien, ça va devenir très rapidement compliqué pour des Sixers qui, de toute façon, on était plus ou moins sûr du fait que Joel Embiid allait faire sa série. Il est en 33, il domine comme il était censé dominer, mais au bout d'un moment, si Tobias Harris est derrière Milton au scoring, ça devient un sacré souci pour les Sixers. Et là, on commence carrément à se poser des questions par rapport à leur perspective d'avenir, parce que des joueurs comme Horford et comme Tobias Harris, ils sont censés se les coltiner maintenant pendant les 4 années à venir. Comment t'envisages la suite? Déjà que ton présent est chaotique, comment t'envisages l'avenir? Mais comme je le disais, pour moi, il y a rien de surprenant. Tobias Harris, c'est un joueur excellent de saison régulière qui, de temps à autre, te mettra ses 30 points par match, qui aura des petits flashs, mais #gentil garçon. Voilà. Pour un peu étayer ça, Tobias Harris, il a joué 99 matchs en saison régulière avec les Sixers. Je vais me concentrer sur 2 stats, pourcentage au tir, pourcentage à 3 points. Donc en 99 matchs de saison régulière, il est à 47% au tir, et à 3 points, il est à 47-35. En play-off, sur 15 matchs, il est à 40% au tir, donc ça descend de 7 points, et il est à 30% à 3 points. C'est des stats d'un mauvais shooter, en fait. Et c'est incroyable de perdre 5 points à 3 points, surtout quand t'es un des éléments centraux, enfin, le spacing ou la comédie de spacing des Sixers se base sur Tobias Harris qui est censé mettre des tirs. Il en met 1,5 par match en play-off avec les Sixers. Donc tu peux pas tenir là-dessus. Enfin, tu peux pas tenir en espérant que Embiid marque des points, fasse du spacing. Enfin, c'est plus possible. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis, c'est Josh Richardson qui, n'est pas le joueur escompté. Est-ce qu'on peut le dire? Offensivement, ouais. il est pas là. Non, il n'est pas le joueur escompté. Vraiment une belle saison à Miami l'an passé. Encore une fois, Miami qui arrive peut-être, à tirer encore
la production d'un de ces joueurs et le balancer. L'arnaque est révélée. Non, je pense pas quand même. C'est un solide joueur. Mais c'est pas un titulaire du meilleur 5 NBA comme on pouvait le dire. Hein. Donc, ça c'est problématique. Et puis, non, mais. Puis voilà, puis l'absence de Ben Simmons fait mal défensivement surtout parce que c'est vrai que Tatum est très embêté par Ben Simmons quand il le défend. Mais ouais, ça change pas mal de choses. Mais tu vois, je suis même pas sûr qu'avec Ben Simmons, ils auraient été meilleurs offensivement. Ils l'auraient été, mais il faut juste au bout d'un moment mettre des tirs, quoi. Faut mettre des tirs. Et ils en mettent pas. Tu peux penser que Mike Scott peut arriver à mettre des tirs, il joue pas et il met pas de tirs. Korkmaz, il a mis un airball à 3 points tout seul dans le match droit. C'est compliqué. Puis Brett Brown prend un peu le feu des critiques aussi. Mais bon, si personne met les tirs ouverts, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a ça, et il y a un autre facteur dont Philly n'arrive même pas à tirer profit, c'est que bien que l'effectif de Boston soit assez court en nombre, ils perdent assez rapidement Gordon Hayward, et même ça ne rabat aucune carte. Ok, c'est ça. Gordon Hayward ne reste que le 4e joueur majeur de Boston, mais quand même, c'est une absence qui a quand même son importance. En tout cas pour les Celtics, et je pense que Alan il pourrait, il l'avait plutôt mauvaise au moment où il s'est fait la cheville, mais au final tu t'aperçois que non, il est pas là. Boston fait le meilleur match de sa série lors du deuxième match en son absence. Dans le troisième, il continue à être mauvais, mais ça a pas forcément d'importance sur le résultat parce que Philly est encore plus mauvais. Donc à partir de là, tout est dit. Hein. Puis je pense qu'il y a une question aussi de sous-performance en play-off qui est importante parce que quand on regardait, je lisais The Athletic, un article sur cette série justement, qui montrait que, par exemple, Tatum et Kemba Walker en saison régulière, ils avaient eu du mal contre les Sixers. Mais alors Tatum, c'est sa deuxième série contre les Sixers, je regardais les stats, il est quand même contre les Sixers sur ces 2 séries, on a 8 matchs, 25 points de moyenne, 50% au tir, 40 à 3 points, il est tort en fait. Et je trouve que même ça, ce qui était la promesse d'un gros 5 défensif, il est même pas, c'est même pas donné, cette promesse-là, elle est même pas remplie. Alors peut-être que oui, quand tu produis rien en attaque, c'est difficile de revenir en défense, forcément. Et ils ont montré, je pense, quelques progrès sur le match 3, malgré leur panne complète au tir. Mais même défensivement, c'est pas l'équipe qui asphyxie ses adversaires qu'on nous avait promis. Ouais, je suis d'accord. Simmons manque parce que c'est un défenseur élite. Richardson défend vraiment bien sur les postes arrière, mais c'est vrai que le reste c'est compliqué. Et puis faut parler d'Al Horford, je pense, parce que c'est. Vas-y, je t'en prie. Ouais, justement, en parlant d'Al Horford, et je vais recouper ça avec ce que tu disais sur Ben Simmons, pour un peu se projeter, parce qu'on va être honnête, 3-0, ça pue le sweep, ou en tout cas un 4-1 au mieux. Ben Simmons est pas là, mais j'ai envie de vous dire que tout ce qu'on a dit, et je vous pose une question par la même occasion, tout ce qu'on a dit, Tobias Harris qui est pas très bon en playoff, c'était aussi le cas l'année dernière, Ben Simmons était là. Les problèmes de cohabitation Horford-Embiid, c'était aussi le cas, Ben Simmons était là. Est-ce que les difficultés qu'on voit là, on n'est pas quand même, côté Sixers, enclin à les corriger malgré l'absence de Ben Simmons. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'on va bouger malgré l'absence d'un Ben Simmons. Faut pas se dire, avec Ben Simmons, ça aurait été différent. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Mais bouger, c'est comment? Il y a qu'une seule solution, Ben, c'est choisir entre Simmons et Embiid. Hein. Je pense. Je pense que c'est ça. Et le pire, on va te relancer, Elias. Le pire, c'est que ils peuvent même pas, on l'a dit, et tu l'as dit, Elias, les structures des salaires de Horford et Tobias Harris font que ce sont des joueurs négatifs. Donc tu peux même pas espérer avoir quelque chose en remplaçant avec ces deux-là. Tu vois, par exemple, t'as un contrat aussi un petit peu nocif de l'autre côté Boston avec Gordon Hayward, mais t'as quand même le temps de voir venir parce que voilà, il commence à entamer la dernière partie de son contrat. Tobias Harris et Al Horford, c'est des joueurs qui ont été signés l'été dernier. Et les contrats vont courir et
enfin voilà, il suffit pas d'être un observateur totalement renseigné pour s'apercevoir que c'est des joueurs qui apporteront pas forcément une énorme plus-value à ton effectif, encore plus à des salaires aussi considérables. C'est-à-dire que même des équipes ne pourraient pas absorber leur salaire pour faire du salary dump. Tu ne peux rien faire de ces joueurs. Et après, pour ce qui est du choix de la future éventuelle construction des Sixers, je pense, et en tout cas moi c'est un parti pris que j'ai, c'est qu'il faudra selon moi transférer Embiid et pourquoi pas essayer de replacer Simmons dans un système un peu à la LeBron des années Cavs, c'est-à-dire un point forward qui autour de lui aura des shooters à alimenter et faire travailler un petit peu l'équipe dans ce sens-là. Il se marche un petit peu trop sur les pieds, partant du principe que Ben Simmons n'a pas de shoot, il est forcément obligé d'aller un petit peu dans la peinture chercher ses points, peinture dans laquelle se trouve déjà Embiid, donc c'est pas forcément quelque chose qui match. Et aujourd'hui, quand t'as besoin de stretching, quand t'as besoin d'espace pour pouvoir libérer tes shooters, le système de Philadelphie n'est pas propice à construire un jeu moderne en tout cas. Et donc là on disait la semaine dernière qu'il fallait maximiser dans l'immédiat et de façon assez urgente les années de Embiid sous le maillot des Sixers. Là on a quand même quelques années qui sont parties en l'air entre ses blessures, l'échec de l'année dernière face à Toronto qui aurait pu être tout autre chose avec Jimmy Butler s'ils avaient passé les Raptors, et cette année la blessure de Simmons et la probable sortie face aux Celtics. Là on arrive, je pense, au bout de quelque chose. Il faudra changer de coach, changer de projet et certainement changer de binôme en tout cas, au minimum. C'est vrai qu'il faut quand même rappeler, c'est un petit peu l'ironie de l'histoire, ils sont à quoi? Ils sont à un des paniers les plus incroyables qu'on a vu, de faire une finale de conf où je pense qu'ils avaient leur chance. Enfin, ils sont quand même, c'est une série qui change un peu le destin de beaucoup d'équipes, hein. Ce Toronto Sixers, ce Toronto Philadelphie l'année dernière. Ils avaient presque, Ben, excuse-moi de te couper, ils avaient presque plus d'armes que n'en avaient déjà les Raptors pour pouvoir freiner les Bucks. Et s'ils se retrouvent dans des conditions similaires aux Raptors face aux Warriors, c'est-à-dire absence de Kevin Durant, absence sur 2 matchs de la série de Klay Thompson, on peut se dire qu'ils avaient presque, on va dire au moins une main sur le trophée de champion. Totalement. Et Alan, du coup, pour te lancer sur le sujet Sixers, Ilias là a déjà donné son avis. Est-ce que c'est l'heure du choix tant redouté maintenant? C'est compliqué. C'est compliqué parce que t'as envie vraiment que ça marche, t'as envie que les deux jouent ensemble, mais je pense qu'il faudra prendre une décision. Moi, tu vois, honnêtement, je sais pas laquelle je prendrais. Même si je préfère le joueur qui est Ben Simmons à Joel Embiid. Joel Embiid reste un très très fort joueur. Peut-être ses problèmes de blessure. C'est vrai qu'il a jamais joué plus de 60 matchs dans une saison, qu'il est à un poste où peut-être qu'il ne pourra pas durer aussi longtemps que Ben Simmons, à voir. Mais c'est vrai que ils sont pas dans une situation où j'aimerais être parce qu'en plus il y a 2 contrats max ou quasiment max, donc d'Horford et de Daris qui vont entrer dans leur 2e année l'année prochaine et qui sont encore en contrat jusqu'à 2022-2023 quoi. Et ça c'est vraiment problématique pour construire autour en fait, parce que tu peux te dire il y avait des rumeurs dans la saison A, si jamais ils vont chercher Chris Paul, si jamais ils vont chercher mais ça veut dire que tu dois lâcher Harris, tu dois lâcher une tonne d'assets en plus, donc des choix de draft, des choses qui auraient pu t'aider à construire l'effectif, parce qu'aujourd'hui le problème c'est pas les stars des Sixers, hein. C'est les joueurs à côté aussi qui ne mettent rien dedans, et donc c'est un problème global en fait. Il y a le coach, il y a aussi le GM, Elton Brand, je sais pas comment il s'est retrouvé avec le poste, mais je pense qu'il faudrait l'interdire l'accès à la ville avec ce qu'il a fait, parce que c'est quasi criminel, mais il a tué sa Minky quoi. Genre il a tué. Ah non, et comment il s'appelait Si, c'est ça, c'est Inky. Oui. Après, moi, juste par rapport à ça, je trouve ça... C'est quelque chose qu'on voit en répétition sur Twitter. Je trouve que l'erreur d'Elton Brand, il fait 2 erreurs. Bon, c'est 2 grosses erreurs, quand même. Il va trop vite. C'est qu'il va beaucoup trop vite. Je disais encore ça, et c'est vrai. Pourquoi, quand t'as 2 joueurs si jeunes, les Sixers, dès le début, ils blindent, ils amènent Butler pour, en gros, gagner un titre dans les 3 ans? Butler, ça me va, mais c'est Harris. Pourquoi t'amènes Harris? Et je pense qu'il fait aussi une erreur, c'est que, je vais pas appeler ça une erreur, c'est que selon moi, on sous-estime beaucoup à quel point c'est difficile de transformer l'essai. C'est bien, hein, il arrive,
il arrive, Inky, il te donne tous ses choix de draft, tous ses assets, etc. Mais il faut réussir à les transformer en joueurs. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça, moi, quand je vois certaines franchises qui disent, on a 14 000 choix de draft sur les 10 prochaines années, c'est bien, mais il faut en faire quelque chose. Enfin, c'est ça, faut transformer l'essai. Ça, c'est compliqué. Après, je suis d'accord, je pense qu'il a fait pas mal d'erreurs et qu'il va payer les pots cassés, Brett Brown aussi. Mais de base, je trouve qu'on sous-estime à quel point c'est dur, même quand t'as des assets incroyables, de transformer ça en résultat. C'est... L'ajout de Tobias Harris est inutile. Enfin, au moment où ça se fait, on sait en plus que celui-ci était à la recherche d'un contrat max. Au final, il l'a eu pour finalement pas rendre grand chose en retour. Mais quand tu t'aperçois qu'ils avaient lâché quoi, je crois Landry Shamet. Un Landry Shamet, par exemple, dans le projet des Sixers, quand tu sais qu'ils avaient pas 1000 shooters, ils avaient certes à l'époque JJ Redick, mais ça t'aurait permis pourquoi pas peut-être de re-signer Redick, de garder Shamet sous contrat rookie. Il y avait quand même des perspectives plus intéressantes à faire à ce moment-là. C'est en ça que je rejoins Alan et voilà, faut attraper Elton Brandt et lui mettre une balayette, quoi. Moi, le deal de Butler, je le refais tous les jours. Le deal de Butler, je le refais tous les jours. Tu lâches quoi, Covington, Saric, et puis avoir un pic quand ça se tente. Et franchement, ça s'est vu en playoff que quand t'avais Jimmy Butler, et ça se voit avec Miami, que t'es pas la même équipe. Harris, c'est, tu vois, et on en parlait même l'année dernière, Ben, je me rappelle, on a dit, mais tu vois, ça fait vraiment, là, on était hypés, on s'était dit, ah ouais, là, ils y vont, ils jouent tout, c'est all-in. Mais c'est vrai que, est-ce que c'était nécessaire, je sais pas. Parce qu'après, ils se donnent l'obligation limite de le re-signer, quoi. C'est souvent ça. C'est ça, quand tu trades pour un mec et qu'il a son contrat renégocié il y a si peu de temps entre les deux, souvent tu te donnes l'obligation de le re-signer. Après, pour voler un peu à la défense du pauvre Tobias, faut aussi dire qu'au moment où il est ramené, et je lisais ça encore sur The Athletic, j'ai saigné The Athletic cette semaine, il est quand même ramené pour être 4e option. Et il était super bon aux Clippers à ce moment-là. Il est super bon, il est borderline All-Star, et là, on lui demande d'être première option entre guillemets extérieure. Je veux dire qu'en gros, c'est en dehors d'Embiid, c'est lui qui doit faire le chantier au périmètre. On sait pas ça, on savait pertinemment qu'il était pas bon pour ça. Donc je pense que il y a aussi ce qu'on lui demande, c'est la théorie du costume. Ce qu'on lui demande, c'est pas du tout en rapport avec son niveau réel. Absolument pas. Enfin, il y a une déconnexion totale vis-à-vis de ça. Et du coup, maintenant qu'on a assez cassé du sucre sur le dos de Tobias Harris et Al Horford, on peut continuer avec notre petit sujet sur les role-players, parce qu'on a parlé de ces role-players, c'est pas le bon mot. Sur les secondes options, les lieutenants, c'est mieux. On a parlé de ces joueurs-là. Il y a aussi un joueur qui est au centre du cyclone, dans l'œil du cyclone, c'est Paul George, qui a des débuts en playoff compliqués. Chris Middleton aussi. Messieurs, il se passe quoi avec les lieutenants en ce moment? On a l'impression que, alors, à l'exception des Lakers, mais ça serait parjuré que de dire que Davis est le lieutenant de LeBron. C'est un peu plus compliqué que ça. On a l'impression que beaucoup chez les candidats au titre, les lieutenants ne sont pas du tout dedans. Ouais, je peux dire si tu veux commencer sur Paul George. Écoute, je serais un petit peu plus inquiet concernant Chris Middleton. En qui je voyais vraiment pas plus que le joueur qu'il n'est actuellement. Enfin, c'est pas quelqu'un à qui je donne le contrat qu'il a reçu, mais de toute façon on savait que c'était quasiment obligatoire pour les Bucks de lui donner. Il est All-Star à l'Est. Il a des qualités qui sont évidentes, mais on s'aperçoit quand même depuis l'année dernière qu'il a du mal à passer un cap en play-off. Il passe de la saison régulière à la cour des grands tous les ans, et tous les ans on a un petit peu les mêmes résultats, les mêmes questions qui sont amenées à se poser. Il a un petit peu du mal à densifier son jeu, à le durcir. Bien que ce soit un honnête défenseur, mais s'il y a quelque chose qui ment pas, c'est comme tu le disais Ben tout à l'heure par rapport à l'adresse, c'est les standards qui peuvent être les siens en saison régulière et ceux qui nous présentent en play-off. Et c'est en ça qu'on s'aperçoit que il y a un petit naufrage concernant Middleton. Pour Paul George, je pense que ça reste passager et que bien qu'il m'énerve, c'est quelqu'un qui remettra rapidement la tête en dehors de l'eau.
c'est un joueur moi que je trouve exceptionnel, extrêmement beau à voir regarder, qui est fort des deux côtés du terrain. Pour le concernant, je pense que c'est qu'une panne d'adresse et qui reste passagère. On est encore qu'à l'an 1 du projet Clippers avec Kawhi. Il reste quand même dans des dispositions plus que confortables pour pouvoir sortir la tête de l'eau, et le concernant, je pense que c'est une question d'adresse et que ça reviendra assez rapidement. Alors Alan, je te coupe parce que là j'ai un instant théorie. On connaît mes théories. J'ai un instant théorie vis-à-vis de Paul George, parce que Ilias s'est tombé dans le piège. Il a dit c'est un joueur beau à voir jouer. Alors pour moi Paul George, c'est le théorème de l'anti-Giannis. C'est-à-dire que il est tellement, entre guillemets, beau à voir jouer je trouve qu'on lui laisse passer beaucoup de choses. J'ai tweeté ça avec le compte du site. Paul George en est à 14 matchs maintenant depuis qu'il a quitté les Pacers. 24 points de moyenne, c'est plutôt pas mal parce que en gros, c'est une seconde option. À chaque fois, c'était une seconde option. Derrière Westbrook, là, derrière Kawhi. Il ne dépasse pas les 40% au tir. Il est à 39,9. Et il est à 32% à 3 points. Et alors, on a eu l'excuse sur une série de playoffs de la blessure à l'épaule. Je suis d'accord. Il avait dit clairement cette année qu'il était au top au moment où il arrivait dans la bulle et au moment où il entamait les playoffs. Ses derniers matchs avant la suspension de la saison étaient très bons. Et là, playoff P, je suis désolé, on s'approche de plus en plus de la fraude. Il y a plus vraiment de playoff Paul George. Ça fait depuis qu'il a quitté Indiana qu'il n'est plus décisif en playoff. Je sais pas s'il arrive pas à s'adapter à ce rôle de seconde option, mais je trouve que là on est arrivé au stade où on peut plus laisser passer ses errances en playoff. On a 14 matchs de lui où il fait quelques grosses poussées de chaleur avec le Thunder, mais globalement il est pas bon en playoff maintenant, Paul George. Je suis d'accord. Et ça me rappelle vraiment les débuts du podcast. Je sais pas si tu te rappelles, Ben, mais c'était un peu notre credo à l'époque, Playoff P. Et c'est vrai que, moi, parce que même la série contre les Cavs, ces derniers matchs d'Indiana, il est pas exceptionnel. Mais bon, les Cavs de 2017 sont une trop forte équipe pour vraiment. Mais tu te souviens, il n'y a pas un tir en fin de match qu'il préfère donner à un autre joueur ou... Alors, c'est CJ Miles qui prend le tir et en fait, Paul George se plaint qu'on lui a pas donné. Oui, sauf qu'en fait, Paul George fait pas une énorme... C'est vrai, fait pas une énorme... Il y avait eu ça déjà. Mais en fait, il gagne beaucoup de crédit pour moi en playoff, tout ça, c'est sur ses perfs. Tu te rappelles la série contre Toronto où ils perdent en 7, là, 2016, où c'est le meilleur joueur sur le terrain et ils perdent parce que voilà, en face, c'est meilleur. Mais c'est vrai que depuis, je suis d'accord avec toi. Il y a cette série contre Portland l'année dernière qui fait mal, où je pense qu'il est quand même la première option derrière Westbrook, devant Westbrook, je pense. Peut-être pas dans les têtes, mais dans le fait. Il a fait une très grosse saison régulière l'année passée, Paul George. La série contre Utah, il est pas bon. Et puis celle d'avant, voilà, contre les Cavs. Donc ouais, je suis d'accord. Je pense qu'on lui laisse passer des choses parce que c'est un joueur élégant, parce qu'on l'a vu très très fort, je pense. On l'a vu très très fort et on se dit voilà, à l'aile, c'est un ailier dominant. Mais moi, je commence à être d'accord un peu avec toi. Je trouve qu'il est pas du tout exempt de tout reproche. Je trouve pas toujours hyper agressif. Je trouve, est-ce qu'il devient pas trop un shooter extérieur dans sa tête? Moi, c'est un truc que je trouve avec Paul George dernièrement. Mais 50, on donnera la parole à la défense à Ilias, mais dans ces 14 matchs dont je t'ai parlé, Alan, depuis qu'il a quitté Indiana en playoff, 50% de ses tirs sont à 3 points. Ouais. Ce qui est quand même limiter le champ des possibilités quand t'es Paul George. Je suis désolé, sur cette série, il a personne en face. Contre les Mavs, il doit détruire les Mavs. Alors, on voit que Kawhi fait son chantier, robotique comme d'habitude. Paul George est quand même en grande difficulté. Et sans être méchant, c'est quand même le cas à chaque fois sur les séries depuis qu'il quitte Indiana. T'as cité toutes les équipes qui jouent, il y a personne pour l'embêter à l'aile côté Blazers, il y a personne pour l'embêter à l'aile côté Jazz, il y a personne pour l'embêter à l'aile chez les Mavs. Il fait pas des bonnes séries malgré ça. Alors peut-être que c'est l'adversité qui le sublime, je sais pas, mais là, moi, j'ai atteint le stade où ça m'inquiète. Moi, je pense qu'il devient un jump shooter. Il shoot beaucoup trop de loin, il est moins agressif. Après, je sais pas. Est-ce que c'est, alors là, c'est first take. Est-ce que la blessure, peut-être il a peur de, je sais pas. Il y a l'épaule aussi, son épaule lui fait mal aussi. Peut-être qu'il a peur des contacts et qu'il se dit, voilà, qu'en jouant plus loin, puis c'est un joueur très sûr de lui et c'est normal, hein. Puis ça reste un bon shooter, mais comme tu l'as dit, ça vraiment ferme le champ des possibilités de l'avoir
vraiment en tant que joueur qui prend voilà 10 tirs à 3 points par match et qui est pas hyper agressif. Moi, c'est vraiment un truc, tu vois, que j'arrivais pas trop à matérialiser. Et vu que qu'on en parle tous les deux là, je trouve qu'il shoot trop en fait de loin. Clairement. Ouais, mais ça c'est le jeu de Paul George depuis maintenant pas mal d'années. Hein. Il y a eu l'affreuse blessure lors du scrimmage de Team USA. Il y a eu effectivement la blessure à l'épaule un peu récurrente. Mais moi, vu que c'est quelqu'un qui ouvre énormément sa bouche ces dernières années, Paul George, moi je vais m'en tenir uniquement à ce qu'il dit. Parce que quand il s'agit de clasher Damian Lillard, James Harden ou d'autres joueurs, ou de prétendre qui forme avec Kawhi le meilleur duo de la ligue en arrivant aux Clippers, enfin c'est quelqu'un qui se met énormément sur le devant de la scène et qui n'assume pas forcément dans les moments où on a besoin de lui. Après moi je vais me référer uniquement à ce qu'il a dit par rapport à sa blessure, et là c'est là moi que je vais aller dans le sens inverse de ce que vous dites et que je vais pas du tout le défendre. C'est que moi je m'en tiens à ce qu'il dit. Et il y a aussi un autre élément qui souligne aussi peut-être finalement que ce discours de façade et le fait qu'il n'assume pas vraiment son niveau actuel, c'est quand il commence à parler un petit peu de sa défense. Oui, certes, je commence à, enfin, je ne mets pas certains tirs, etc. Mais je suis quand même quelqu'un qui est capable de faire pas mal de choses de l'autre côté du terrain. Ça ressemble un petit peu à la défense de LeBron dans son naufrage face à Dallas en 2011. Vous voyez, dans les interviews d'après-match, souvent il avait tendance à souligner ce qu'il faisait à côté des choses qu'il était censé faire, par exemple dans le 4e quart-temps. Et là, Paul George, il est exactement dans le même argumentaire, c'est-à-dire que on a besoin d'un Paul George, comme tu le disais Ben, qui doit défoncer la défense adverse, qui doit tourner au minima à une vingtaine de points par match, si ce n'est 25. Et qui au final est plus aux alentours, je crois, de 17 et qu'il ne met pas les tirs qu'il faudrait. Bon, après, je pense que quand même, lui, encore une fois, je me base que sur le talent. Il y a absolument aucun élément factuel dans ce que je vais dire, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est capable de prendre très rapidement chaud. Mais c'est vrai que ça commence à être inquiétant, et quand on commence à revenir un peu en arrière, la dernière bonne série de Paul George, elle remonte à 5-6 ans, quoi. Oui, c'est ça. Puis l'inconstance aussi, parce que alors on est dur avec lui, mais il y a des coups d'éclat. Hein. Il en met plus d'une fois 30, notamment dans la série contre les Blazers l'année dernière. Donc il y a des coups d'éclat, mais on s'en réfère au DH20. C'est un mec qu'on classe top 13 NBA. Enfin, c'est pas normal qu'il y ait des coups d'arrêt de ce type-là en play-off. Et c'est pour ça, moi, je parlais de théorie de l'anti-Giannis. C'est que Giannis fait le quart de la moitié de ce que fait Paul George. Il se fait détruire. Clairement, James Harden aussi. Il y a des joueurs qui ont beaucoup moins de laisser-passer qu'en a Paul George. C'est vrai. Bah, en même temps, pourquoi ? Parce que ces joueurs-là sont des leaders. Et qu'aujourd'hui, en fait... sans vouloir être trop méchant, Paul George c'est devenu un simple faire-valoir de Kawhi. Est-ce que c'est ça du coup les gars, Ilias et Alan, est-ce que Paul George maintenant c'est un joueur qui est une seconde option? C'est dur là ce qu'on dit quand même. C'est dur. Tu sais Ben, je vais être transparent. On a eu des discussions avec Alan ces derniers jours, et je l'ai mis un petit peu sous les spots en lui posant une question. Je lui ai demandé est-ce que Luka Doncic dans sa 2e saison était déjà un meilleur joueur que Paul George. Je pense que oui. Aussi talentueux que soit Luka, pour moi c'est justement une anormalité. C'est-à-dire que Luka Doncic, qui est déjà devant Paul George dans la hiérarchie NBA, c'est un véritable problème, et c'est dire à quel point Paul George a régressé. Je sais pas si ça en dit pas plus sur Doncic que sur Paul George. Luka Doncic est exceptionnel. Luka Doncic est exceptionnel. Mais là, on est quand même loin des standards du Paul George, par exemple, qui était troisième à la race au MVP l'année dernière. Vraiment, pendant la saison régulière avec OKC, il est incroyable. Il est vraiment exceptionnel. Et le problème, c'est que, encore une fois, comme pour les joueurs qu'on a cités précédemment, c'est quand il s'agit de rentrer dans la cour des grands. À voir, donc. Celle des playoffs. C'est vrai, je suis assez d'accord. Les saisons régulières de Paul George sont toujours concluantes, mais c'est peut-être quand l'intensité monte, je sais pas, on verra. Alors, vous connaissez messieurs la classique, c'est-à-dire que là, on parle avant le match 4, Paul George en aura mis 44, bien probablement sûr. dans le match 4. Mais c'est sûr que ces questions-là se posent d'autant plus que de l'autre côté, Anthony Davis a eu du mal à démarrer la série, mais depuis, enfin, il fait la classique contre Portland, c'est-à-dire qu'il est torpille.
Et donc ça se pose, enfin on a souvent érigé ce duel des duos à Los Angeles. Si Paul George continue sur ces standards-là, il y aura pas de match des duos, ça sera un 2 contre 1,5 et ça posera un gros problème. Une autre équipe qui a 1,5, ce sont les Bucks actuellement, parce que Paul George nous fait beaucoup parler, mais t'as déjà un peu parlé de Chris Middleton. Alan, je vais te relancer sur lui, même si on en a aussi déjà parlé, tu nous as déjà donné ton sentiment sur ce joueur. Est-ce que là, ça enterre pas complètement, et encore une fois, hein, peut-être conclusion hâtive, mais le Chris Middleton, deuxième option d'une équipe championne, là? C'est compliqué. C'est compliqué parce que, comme Paul George, je trouve qu'il est beaucoup trop dépendant de son adresse extérieure, en fait. C'est des joueurs des deuxièmes options All-Star qui sont trop dépendants de leur adresse extérieure. Alors, je sais pas ce qu'on attendrait. Il faudrait peut-être définir ce qu'on attend d'une deuxième option. Est-ce qu'on attend d'une deuxième option aussi qui soit, capable de faire plus d'autres choses que mettre beaucoup de tirs extérieurs et d'autres choses. Mais je trouve que quand Middleton met dedans, il est vraiment bon. Et quand il met pas dedans, il est pas deuxième option, quoi. Parce que même son impact défensif est un peu moindre, je trouve. Donc, pour moi, Middleton, ça dépend de son adresse. Je me rappelle d'une série contre Boston où on les bat au premier tour. Il est incandescent à 3 points. Et là, tu te dis, ah ouais, vraiment belle deuxième option. Et puis, d'autres séries de playoffs où quand il met pas dedans, tu te dis, non, c'est pas une deuxième option d'une équipe qui va au bout. Ça, c'est pas possible, tu vois. Donc, beaucoup trop dépendant de son adresse extérieure pour moi, Middleton. Et le problème, c'est que récemment, il met pas dedans. Je regardais son historique en playoff. Sur les 11 derniers matchs, il a passé la barre des 20 points une seule fois. C'est pas suffisant. Puis il y a aussi, alors on sait, c'est le jeu de Chris Middleton, mais sur les matchs 2 et 3 contre Orlando, il tire un lancer franc, qui rate d'ailleurs. Enfin, il y a aussi cet aspect-là où c'est son jeu. On sait que c'est pas un joueur qui va avoir beaucoup de lancers francs, mais quand t'as pas vraiment d'adresse extérieure, comme tu l'as dit, Alan, et que tu pêches à créer du shoot, à faire quelque chose d'autre. Je trouve que là, on est en train de voir les limites de Chris Middleton sur 2 séries, hein. Globalement, il avait fait un bon début l'année dernière en demi-finale de conf contre Boston. Ça s'est compliqué sur la fin. Contre Toronto, alors c'est un naufrage collectif. Mais il faut pas oublier que dans les 2 matchs que gagne Milwaukee, il est pas exceptionnel non plus, Chris Middleton. Enfin bref, j'ai l'impression que là, on voit clairement la limite. Et enfin, c'est un secret de polichinelle. On n'est pas les plus grands fans des Bucks. Moi, c'est en grande partie parce que j'estime que s'ils arrivent en finale, Chris Middleton, c'est pas la deuxième option d'une équipe qui gagne un titre. C'est ça. Et t'as rapidement ton schéma défensif pour contrer les Bucks après. Voilà, tu cibles Giannis et voilà, dès l'instant où t'as coupé un petit peu cet axe-là et que tu commences à faire en sorte de laisser des joueurs comme Middleton ouverts et que si ceux-ci ne rentrent rien, ça devient vite problématique pour les Bucks. Enfin, moi je peux pas accepter qu'un joueur pareil avec un contrat aussi, sans jouer la démagogie, mais il a été All-Star plusieurs fois, il a signé une extension assez importante. Tu mets 2 points dans le match 2 face au Magic, quand bien même celle-ci sera une victoire. Tu mets 2 points. Non mais enfin voilà, c'est au bout d'un moment il va vraiment falloir qu'il se réveille parce que moi en tout cas ça envoie pas les bons signaux pour que Giannis reste. Giannis à l'image d'autres superstars, je pense pas qu'il soit autant attaché que ça au Wisconsin. Donc je pense que voilà, tout comme d'autres stars, c'est un carriériste, il veut gagner des titres et déjà que avec Alan on en parlait, quand bien même il gagnerait le titre, on le voit ailleurs. Mais alors si en plus il ne fait que rétrograder d'année en année, ça risque d'être assez problématique. Et pour conclure là-dessus, j'ai trouvé cette stat, j'étais obligé de la balancer. Tu l'as dit, Ilias, Chris Middleton All-Star. On a que 3 matchs de data, mais il est quand même parti sur les bases pour avoir une des pires performances au tir pour un All-Star de la décennie. Enfin, si on part de 2010. Il est 32% au tir sur une série de playoffs, sur un run. C'est du jamais vu. Les seuls qui ont fait pire, il y en a que 3. Kyle Lowry en 2014-2015, Jason Kidd en 2009-2010 et Brandon Roy en 2009-2010. On n'a pas vu un All-Star aussi maladroit depuis plusieurs années. Donc à voir s'il arrivera à se réveiller encore une fois. Vous connaissez des All-Star en 2009-2010, putain. Ouais. C'est terrible. C'est incroyable.
Et à noter, oui, en plus de J-Kidd qui est All-Star, à noter que je défilais le classement et on en parlait de cette série-là, Alan. Paul George apparaît dans le classement aussi dans sa dernière série à Indiana, ce qu'il avait beaucoup arrosé quand même. Ouais, la série de Cleveland. Alors, ouais, ça rappelle cette série. Ce fameux match où c'était pas dans cette fameuse série où ils sont à plus 30 et ils perdent un match. Ils sont à plus 30 et en fait je crois que Tyronn Lue décide de sortir Kevin Love, Kyrie, tout le monde. En fait, il laisse LeBron avec Corver, Channing Frye, enfin Richard Jefferson, que des shooters, que des shooters et ils rattrapent leur retard et au revoir Paul George. Et ben on va continuer. Alors on va pas trop rigoler de Paul George Indiana parce que les fans d'Indiana on la dent dure contre la fin de Paul George. Ouais. Ça se voit encore. Ouais. Pour parler de loterie, alors c'est le moment d'Alan. Minnesota a donc hérité du premier choix de la draft. J'ai l'impression que depuis que je fais le podcast, une année sur deux, je dis Minnesota, ensuite celle d'après je dis Cleveland. C'est souvent ça. Alors j'ai posé une question sur notre conversation volontairement provocatrice. Est-ce que ça change quelque chose pour la franchise? Je suis conscient que ça change quelque chose, oui bien sûr, mais est-ce que ça transforme complètement le destin des Wolves, ce premier choix? Moi je pense pas. Parce que bon, autre que ça soit pas une draft où il y a une superstar qui pourrait, parce que c'est vrai que si tu tombes l'année dernière et que tu rajoutes Zion, t'imagines, là, cette équipe-là. Oui, bon, c'est plutôt pas mal. Là, ça change des choses, tu vois. Cette année, les prédictions pensent un peu qu'il y aura pas ce genre de joueur-là. Donc après, sur la franchise de Minnesota, entre guillemets, on en parlait toi et moi off, en fait, ils ont juste besoin de bons joueurs, quoi. Après Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell, parce que avec le départ de Covington, départ de Saric aussi l'année passée, départ de Jeff Teague, départ de tous ces bons, ils avaient un lot de bons joueurs quand même qui étaient présents dans cette équipe. C'était pas du feu de Dieu, hein, c'était des bons joueurs. Maintenant c'est plus compliqué, donc ils ont besoin de bons joueurs et alors le first pick c'est une très bonne chose je pense pour eux, mais ça change pas, surtout à l'Ouest, le destin de cette équipe, quoi. D'accord, Elias, est-ce que ce qui s'est passé ça ne change pas le destin des Wolves? Bah, ça peut. Après, ça dépendra ce qu'ils tenteront de faire avec ce first pick. Est-ce qu'ils ciblent un joueur en fonction de leurs besoins? Est-ce qu'ils ciblent en fonction du talent et ils prennent un joueur dans ce sens-là? Ou est-ce que, surprise, ils utilisent ce first pick pour pouvoir renforcer un petit peu leur équipe en allant proposer ce choix-là à qui sera bien preneur en fonction de ce qui sera convoité et aller récupérer pourquoi pas un joueur qui pourrait compléter un trio de feu avec D'Angelo Russell et Karl Anthony Towns. Donc c'est en ça que on va dire les options restent ouvertes, mais c'est vrai que dans l'immédiat et en fonction de ce que j'ai pu lire par rapport aux différentes choses que j'ai pu regarder, on n'est pas face à des joueurs générationnels et qui pourraient totalement bouleverser ta franchise sur la prochaine décennie. Donc on va dire que si c'est pour drafter un jeune, forcément ça chamboulera pas l'avenir des Wolves au point de se dire qu'ils seront forcément en play-off l'année prochaine, ce qui est toujours pas garanti. Je suis d'accord avec vous, et puis faut aussi rajouter que alors moi j'en ai fait un peu mon symbole, cette équipe de Minnesota, de le temps long de la draft, et le problème c'est que Karl Anthony Towns reste un jeune joueur, hein, mais le problème c'est que si tu draftes encore un jeune joueur qu'on va attendre 2-3 ans avant qu'il se développe, bah tu commences à aller sur beaucoup d'années de l'expérience Karl Anthony Towns sans trop de résultats. Donc à voir à quel moment la patience va s'arrêter du côté du pivot. Enfin bref, il y a un moment où pour moi il faut qu'il drafte le meilleur joueur disponible, parce que peut-être que Towns peut demander à partir de prochainement, tu vois. Donc, c'est ça. Prenez le meilleur, parce que ce que vous pensez être le meilleur, parce que ça se trouve il sera même pas là, il atteindra pas son meilleur niveau quand Towns sera présent. Donc ouais, et c'est en ça, Alan, aussi que je disais, ou tenter d'échanger ce first pick. Voilà. Et après, là, est-ce que, c'est Alan le spécialiste draft, l'ayatollah draft ici, mais est-ce qu'on trouvera preneur? C'est une année tellement bizarre de base. Alors, ma connaissance draft cette année se limite à 4 noms, donc je vais pas disserter là-dessus, mais c'est une année extrêmement bizarre. Il y a les questions de salary cap qui vont se poser. On sait que le cap va potentiellement se rétrécir. Enfin bref, il y a les questions là. L'incertitude sur le niveau des joueurs, l'incertitude sur le processus, l'incertitude sur les finances. Est-ce que c'est vraiment une année où une équipe va aller monter pour un premier choix? Parce que
j'imagine dans votre idée que si tu montes pour le premier choix, c'est que les Timberwolves récupèrent quelque chose qui s'apparente à un All-Star. Je suis même pas sûr que tu peux vendre le premier. Après, on sait toujours, hein, les choix de draft avant draft, ils ont toujours une bonne valeur. Mais avec les joueurs qu'il y a présents, je suis même pas sûr que tu peux appeler Washington et dire voilà, first pick contre Bradley Beal. Hein. Parce que. Complètement. Alors oui, tu peux toujours, parce que et on le voit tous les ans. Tous les ans, il y a des équipes qui montent à la draft et se vendent. Toute franchise va tomber amoureuse de joueurs. Là, ça va se passer encore. Atlanta qui tombe amoureux l'année passée d'Hunter. Minnesota l'année dernière qui tombe amoureux de Culver, qui monte de 5 spots, qui lâche Saric, qui ingère un mauvais contrat et tout ça pour récupérer Culver. Donc, je sais pas. Moi, je pense que, comme je l'ai dit, il faut qu'il drafte ce qui est pour eux le meilleur joueur, parce que un bon joueur, ça fait toujours du bien dans leur effectif, qui est pas du tout profond, et surtout, ça pourrait être le joueur qui pourra prendre le relais si dans 2 ans, Karl Anthony Towns se dit voilà, moi, je demande mon trade. Parce que ça, et Alan a raison. En plus, tu peux pas vendre ce first pick comme les années précédentes, par exemple, encore moins comme la draft de l'année dernière. À l'heure actuelle, et si je dis pas de bêtises, tu me le confirmeras, Alan, il n'y a pas encore de first pick identifié. Si t'es face à un joueur générationnel, un gros lot, un big ticket aussi identifié et certifié qu'un Zion, là je pense que clairement Washington discute même pas et t'envoie Bradley Beal. Mais là cette année c'est pas le cas, on sait pas qui va être numéro 1 entre Lamelo, Anthony Edwards, Wiseman ou d'autres. Donc c'est assez compliqué. Et à noter, j'ai apprécié, je sais pas si c'était volontaire, mais le jeu de mots big ticket, on parle de Minnesota, Ilias, bien joué. Je l'ai noté, celui-ci. Ouais. Alors, par rapport au reste de la draft, on a pas un peu parlé de Minnesota. Je vous avais envoyé un message par rapport à ça sur notre conversation. On parle tout le temps de Minnesota dans ce podcast. C'est-à-dire que, tous les 6 mois, on fait un épisode de Minnesota. Donc, les fans des Wolves sont assez servis. On va peut-être parler des fans des autres franchises. Alors là, c'était pas préparé, freestyle. Est-ce que, vous avez une observation, quelque chose à dire sur cette draft? Ilias, on va peut-être partir vers toi. On parle peu des Pistons de Détroit. Quel bilan on fait de ces Pistons qui ont donc hérité du 7e choix? Alors écoute, je suis dégoûté, mais quand même, je mets un petit peu de bémol à tout ça en me disant que je suis pas non plus face à la cuvée de draft la plus incroyable qui soit, et que peut-être que les joueurs dont pourraient avoir besoin les Pistons pourraient être susceptibles de tomber à la position qui est la nôtre, c'est-à-dire en 7. Après, nous, il va falloir clairement se payer du talent dans cette draft-là. On est vraiment une équipe, on est une des équipes en NBA qui souffront le plus de ça, c'est-à-dire on manque vraiment de talent. Essayer de voir aussi pourquoi pas ce qu'on pourrait faire d'un joueur comme Blake Griffin. On a besoin d'être médiocre, je pense, dans les années à venir, sans forcément tanker, mais juste essayer quand même de repartir d'assez bas pour construire quelque chose de cohérent et laisser la place à notre nouveau GM de construire quelque chose de sympa. Et je pense pas que même s'il est exemplaire, je pense pas que Blake Griffin soit totalement chaud de participer à un projet de reconstruction. Il commence à quand même atteindre le zénith de sa carrière. Il serait peut-être temps qu'il aille jouer quelque chose dans une équipe qui lui conviendra et qui acceptera d'absorber son contrat et de construire quelque chose là-bas. Donc moi dans l'immédiat, je suis pas non plus totalement catastrophé. J'aimerais bien, pourquoi pas, qu'on aille chercher un joueur comme Killian Hayes. Je pense que ça pourrait bien matcher avec ses ambitions à lui qui sont assez simples. Il a envie de jouer. Là il jouera. Et voilà, donc nous on a clairement de quoi lui proposer de jouer beaucoup de minutes et de se développer. Alan, par rapport aux Pistons ou à n'importe quelle équipe de cette loterie, quelque chose à dire, quelque chose qui t'a marqué au moment de cette loterie? Ouais, je suis assez content pour Chicago et Charlotte, parce qu'en fait ça fait quelques années qu'ils étaient entre 7 et 12 tous les ans à peu près à la draft. Et puis là ils ont de la chance et puis ils tombent en 3-4. C'est peut-être pas l'année où c'était super d'être là, mais c'est quand même des bons joueurs. C'est un petit message à Adrien, il a pas son pick 7, il est heureux, il est content.
Et puis sinon, les Knicks. Mais en même temps, les Knicks, ils avaient gagné des matchs en fin de saison, ils se retrouvent 8e. On va voir ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas eu trop de surprises. Un peu comme l'année dernière, en fait. L'année dernière, pas tellement de surprises, juste Pelicans, Memphis qui montent très haut. Et là, pas trop de surprises. Charlotte et Bulls qui montent très haut, mais qui n'ont pas le premier et le deuxième. C'est cette nouvelle loterie, de façon, qui change un peu la donne. Nouvelle loterie qui a été vilipendée en off. On va pas partir là-dessus, mais c'est vrai que... Vilipendée. Ouais, très beau mot. On voit bien que, pour moi, on parlait avec Ilias, ça c'est un de mes combats, à trop combattre le tanking, on en retire l'essence de la draft qui est de renforcer les plus mauvaises équipes. Et encore une fois aussi, une observation qu'on se faisait tous ensemble, numéro 1, Ouest, numéro 2, Ouest. Voilà, c'est-à-dire que même si c'est une draft incertaine, comme l'année dernière, même si c'est une draft incertaine, qu'on ne sait pas qui va être où, ou potentiellement le numéro 1 sera peut-être, enfin c'est le cas de toutes les drafts, mais sera pas le meilleur joueur in fine, eh bien c'est encore l'Ouest qui se renforce. Puis l'année dernière, on l'a bien vu que, alors il y avait Zion, certes, il y avait Ja Morant, mais ça fait 2 talents exceptionnel de plus à l'Ouest. Enfin, le déséquilibre s'accentue. C'est ça. Totalement. Eh bien, on va finir là-dessus. Alors, vous aurez plus de contenu draft, enfin, un petit peu plus, pour être honnête, parce que là, c'est les playoffs, c'est des choses sérieuses, hein. On va pas parler de gamins de 19 ans. Je rigole, hein, c'est... Il commence. Non, je rigole. Si vous voulez du contenu draft, vous suivez Alan, vous suivez c'est 1 million de podcasts avec envergure et vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur la draft. Nous, on va se quitter là-dessus pour cet épisode 220. On a dit beaucoup de choses. On a, je pense, troublé beaucoup de franchises. Les fans des Nuggets, les fans des Sixers, les fans de Paul George, les fans de Chris Middleton. Bon, il y en a pas beaucoup, je pense, de Chris Middleton. Il y a Tom, il reste un match à Tobias Harris pour peut-être mettre un panier à 3 points dans la série face aux Celtics. Un match. Ce qui est quand potentiellement plus à voir. C'est compliqué quand même, hein, une panne comme ça. Bon, on souhaite à aucune franchise de se faire sweeper, donc on espère aux Sixers d'en raccrocher un, surtout parce que j'avais annoncé qu'il y aurait aucun sweep. J'aimerais bien qu'il y en ait aucun, mais je pense qu'on se dirige quand même vers peut-être 3 sweeps. Donc la théorie a été complètement contredite. 3 sweeps Miami. Ah oui, Miami, oui, 3 sweeps à l'Est. Hein. Ouais, 3 sweeps à l'Est, ouais. Il y aurait pu avoir 4 sweeps à l'Est si Orlando avait pas pris le 1. Ouais. Et d'ailleurs, alors je comptais tweeter ça, mais je me faisais une réflexion. Je vois peu de séries aller en 7, et depuis le passage des playoffs au premier tour au match 7, donc en 2003, il y a toujours eu un match 7 au premier tour. Et là, je suis pas sûr qu'on en ait un. Pas sûr, non. À part Rocket Thunder, je vois pas où tu en as un. Je suis assez d'accord. Ou alors on va avoir un vieux Denver-Utah 7, parce que voilà. Ouais, parce que Utah retombe dans ses travers et Denver va toujours en 7. Ouais, oui, c'est vrai, Denver va tout rejouer en 7. Là-dessus, du coup, on va se quitter. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les plateformes de podcast où vous nous écoutez, Spotify, Podcast Addict. Si c'est Apple Podcast, 5 étoiles, ça fait, et un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, Twitter, bien évidemment, pour interagir avec nous. On va laisser Ilias se lancer en préparation intense pour cette finale. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Très bon playoff et bonne semaine. Salut. Ciao. Salut.